Eh bien, bonjour Hélène. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur du coup le deuxième épisode du podcast Indompté. L'idée avec ce podcast, c'est que j'ai voulu créer un peu une safe place, un endroit où je pouvais partager mes idées assez librement et surtout inviter des gens que j'admire, donc tout comme toi. Merci. L'idée, c'était vraiment de lier le monde équestre à la société, croiser les regards Mm. un petit peu. Donc je dis monde équestre, mais ça va s'élargir aussi au monde animal, évidemment. Mhm. Je vais tenter de te présenter par un acrostiche. En fait, je vais faire ça à chaque fois que j'ai un invité. Ça va être une manière un peu rigolote d'essayer de D'accord. présenter mes invités. Puis je te laisserai compléter, évidemment, s'il y a des choses à redire ou même s'il y a des erreurs, mais j'espère pas. Donc je commence avec le H, comme hyper investi dans la vulgarisation scientifique, évidemment, c'est ton sujet. E comme écrivaine, tu as écrit 6 bouquins, si je ne me trompe pas. Et même 7 Ok, à partir d'aujourd'hui. très bien, ben voilà, parfait, ça tombe bien. L comme limpide, comme ta pédagogie au travers de ces fameux bouquins, justement. E comme enseignante, pardon, j'aurais aimé dire formatrice, mais apparemment tu n'as pas de F dans J'ai ton pas de F. prénom, Ni donc dans mon nom de voilà. famille. Donc, N comme naturel à l'image des chevaux de Przewalski que tu observes et qu'on observera à mm. partir de demain. Et E comme éthique, c'est ce vers quoi tendent les cavaliers qui s'intéressent à tes travaux. En tout cas, je l'espère. Tu as quelque chose du coup à Merci, rajouter? c'est rigolo à entendre. Et je trouve que c'est juste, j'ai rien Ok, à redire. parfait. Donc, comme je disais, là on est à TAC. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce projet? Et puis, surtout, qu'est-ce que toi ça peut t'apporter humainement de faire partie de ce projet depuis un petit temps déjà? Pour moi, TAC, c'est très important parce que c'est une association grâce à laquelle en fait, j'ai découvert l'éthologie. À une époque où on ne parlait pas d'éthologie dans le monde du cheval, on parlait peut-être de ci, de là, du comportement des chevaux, mais c'était vraiment pas encore dans l'air du temps. Ça l'est devenu par la suite. Mais donc moi, j'ai découvert l'association TAC en 2000. Et donc cette association, je l'ai découverte parce qu'on en parlait dans les médias, dans les revues chez le coiffeur, chez ma grand-mère, dans Cheval Magazine un petit peu. Et c'était pour ce projet de conservation du cheval de Przewalski et sa réintroduction en Mongolie. Et donc moi j'ai demandé à faire un stage en deuxième année à la fac, donc un stage en biologie, voilà, c'était assez ouvert, donc j'ai eu cette chance de pouvoir être prise. Et grâce à l'association, j'ai découvert l'éthologie et ça m'a donné un nouvel élan dans mes études et ça m'a donné envie d'aller vers cette voie-là de la biologie que je connaissais pas. Voilà. Oui, donc en fait, c'est vraiment de là que tout part, quoi. Ouais, ouais, ouais. Pour ton avenir, en tout cas, Ouais, quoi. c'est ça. En tout cas, sur ce choix, cette orientation même professionnelle. Ouais. Parce que les chevaux, ils ont toujours été là. Mm. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis tournée vers l'association TAC. Ouais. Mais l'aspect éthologie, découverte du comportement des animaux, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais j'avais pas mis de mots dessus. C'était pas encore très, voilà, très répandu. Mhm. Donc j'ai vraiment découvert l'étude du comportement animal qu'on appelle l'éthologie, avec une base scientifique. Et finalement, j'ai eu de la chance parce que j'ai démarré comme ça avec l'étude de chevaux en conditions presque naturelles. Mhm. Donc ça, c'est vraiment une chance. Et puis, ça fait 25 ans que j'ai Ouais. pas lâché TAC et je me suis investie petit à petit un petit peu plus. D'abord en tant que bénévole et puis ensuite, à partir de 2007, j'ai animé des stages d'observation des chevaux. Donc c'est depuis 2007. Et ensuite aussi, je travaille quelques jours par mois pour TAC, en plus des stages que j'anime. Ok. Moi, je me posais une question. Pourquoi TAC, le nom? Alors TAC, ça veut dire cheval de Przewalski en mongol. Parfait. C'est aussi simple que Tout ça, simplement. mais on le sait pas parce qu'on parle pas mongol couramment. Bien Donc, sûr, et c'est bien plus facile du coup à écrire et à ouais. dire que Ouais, quand on dit en français. il y a quelques petites consonnes quand même, Ouais, mais bon, c'est moins que. Mais au Scrabble, ça compte moins. ouais, évidemment. Ok. Qu'est-ce que la société, à ton avis, pourrait apprendre de ces chevaux-là? Alors, ça, je pourrais te retourner la question une fois que tu auras participé au Ouais. stage. On verra un petit peu. Parce que moi, en fait, j'ai plus de mal, je pense, que les participants et les participantes au stage à le dire. Parce que, en fait, j'ai un peu grandi avec Ouais. TAC. Donc, mettre des mots dessus, alors, je suis un petit peu plus capable maintenant de mettre des mots dessus, mais je pense que déjà, ce que ça permet, c'est un peu comme tu as dit en préambule, c'est je t'accueille un peu chez moi. Alors, c'est pas tout à fait chez moi, mais c'est chez les chevaux de Przewalski. Et ça, quelle que soit la personne qui vient ici, sur le Cosméjean, eh ben, elle est déracinée. Elle perd ses repères.
parce que le Cosméjean, en général, on n'y vient pas par hasard. C'est quand même un endroit très perdu, assez inhabituel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de présence humaine, en tout cas pas de ville, voilà, pas beaucoup de routes, c'est ça qui fait son charme aussi. Et donc tout le monde est un petit peu déstabilisé et tout le monde part finalement sur les mêmes bases en allant observer ses chevaux dans les 400 hectares qui les entourent. Et donc ça déjà, ça fait une différence par rapport à d'autres choses, ça fait une déconnexion sur tous les plans, parce que pareil, le réseau est pas terrible. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais déjà, ça fait je pense, c'est un dépaysement qui est très important pour se couper de nos repères et de nos références. Et de ce fait, on est plus à l'écoute, je pense, de ce qui se passe et de ce qu'on voit, de ce qu'on peut recevoir au cours de la formation aussi. Ouais. Donc, je pense que c'est un cadre assez propice à être ouvert. Et aussi le fait d'avoir une structure sociale naturelle de chevaux, ça c'est unique quasiment même en Europe, dans le sens où on connaît nos chevaux depuis qu'ils sont nés et on les voit évoluer et ils choisissent eux-mêmes leurs partenaires. Il y a donc des groupes familiaux, des groupes de mâles célibataires et tout le développement de la naissance jusqu'à la mort en fait pour ces chevaux. Et ça, il n'y a pas d'autre endroit qui propose ça, en tout cas en Europe, avec une ouverture, avec une possibilité d'accueillir du public et de découvrir ça. Donc on est dans l'intimité de ce que c'est qu'être cheval, pour soi-même cheval, en dehors du cadre de l'équitation et de l'utilisation. Alors, même si on peut se dire, bah oui, mais alors, qu'est-ce que ça peut apporter ? Ça apporte un recul, comme je le disais aussi par le dépaysement, c'est un recul différent que d'être dans une structure, on va parler des chevaux, mais on a toujours un peu des repères habituels. Là, on change de repères. Donc ces chevaux, ils nous apportent ça. Comprendre nos chevaux pour ce qu'ils sont, donc nos chevaux domestiques qui sont un petit peu différents mais avec plein de points communs, et c'est en ça que les chevaux de Przewalski sont précieux. Et puis par ailleurs, ils nous font voyager dans le temps, parce que grâce à ces chevaux, on peut parler de la domestication, on peut parler de l'évolution des espèces, donc encore plus loin en arrière, on peut parler du bien-être animal qui est très contemporain. Qu'est-ce que c'est que le bien-être quand on est un animal sauvage, ou en tout cas en autonomie, même si ceux-là ils sont sauvages dans le sens autonome et vivant pour eux-mêmes avec certains enclos, mais finalement même les animaux sauvages, il y a toujours des espaces finis pour eux, dans le sens ils peuvent pas aller partout où ils veulent non plus, c'est pas infini. Et donc voilà, ils apportent ce recul, c'est des comparaisons possibles par rapport à des animaux domestiques qui ont des liens avec les humains. Eux, on est responsable d'eux, mais sous une autre forme. Donc qu'est-ce que ça implique ? Et puis on peut même parler d'éthique, on peut parler d'évolution des connaissances scientifiques aussi, parce que ces chevaux, on les disait ancêtres de nos chevaux domestiques, c'est pas le cas. On les disait... on dit que c'est une espèce à part entière, mais ils s'hybrident quand même avec le cheval domestique, donc en fait ce sont des proches cousins, donc une sous-espèce. Alors voilà de quoi on parle. On disait que c'était les derniers chevaux sauvages, et puis ce terme-là il a été mis à mal, et donc ça fait réfléchir à des termes qu'on va utiliser, et on se rend compte parfois que c'est des concepts. Donc on peut aller en fait très très loin, on peut aller aussi sur l'art pariétal, puisque ces chevaux nous évoquent les peintures rupestres. Et on se rend compte que c'est peut-être pas eux, mais quand même ils évoquent ça. Donc en fait on peut aller dans plein de directions, puis on peut parler de l'art aussi de ce fait. Donc grâce à ces chevaux on va dans plein de directions différentes, protection de l'environnement, protection de la biodiversité, enfin voilà. Donc les sujets sont très vastes, et moi depuis donc 2007 que je fais des stages, en fait j'évolue aussi dans les contenus que je peux proposer en fonction de où ces chevaux m'emmènent. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que oui, c'est bien plus complexe que ça. C'est vrai que moi, je me suis dit, j'ai hâte de venir là et de venir pour observer des chevaux sans du tout intervenir. Parce que déjà, ça nous remet à notre place. C'est vrai que... Enfin voilà, j'essaye, je travaille quand même dans l'éducation, donc j'essaye d'avoir cet aspect un petit peu... comme ça de recul d'observation, mais la plupart du temps, on est dans l'utilisation du cheval. Même si on essaye d'être éthique, etc., on vient pour
le prendre et éventuellement faire quelque chose avec, même si c'est dans la collaboration. Donc je trouve que cet aspect est intéressant, mais c'est vrai que tu as ajouté quelque chose et qui confirme mon ressenti quand j'ai débarqué en voiture, c'est que même l'environnement, effectivement, Mm. ça nous plonge dans quelque chose où en fait on n'a pas le choix d'être dans le recul Mm. et que on peut que être ouvert du coup à ce sujet-là quand on débarque. Et c'est vrai que moi je me suis dit mais purée, je suis en France quoi et c'est très très dépaysant et c'est vrai qu'il n'y a personne. Oui. Enfin c'est très particulier quoi, Oui. ça te met directement dans l'ambiance et oui du coup c'est un tout quoi. Oui, tout à Ouais. fait. Du coup, tu es très investi dans la vulgarisation scientifique. Pourquoi c'était important pour toi de rendre accessible tout ça? Alors, pour remettre dans le contexte de mon époque, au début où je me suis lancée sur ce sujet de vulgarisation scientifique, on est dans les années 2000, donc c'est on va dire, l'avènement de ce qu'on a appelé l'équitation éthologique. Ouais. En 2003, hein, on a appelé équitation éthologique tous ces courants de natural horsemanship, équitation comportementale, équitation dite naturelle, etc. Et moi, de ce que je voyais, c'est qu'il y avait des choses qui étaient dites sur le comportement des chevaux qui ne correspondaient pas à ce que j'avais appris ici à l'association TAC avec ces chevaux en conditions naturelles ou ce que j'avais lu voilà, sur les références scientifiques d'études de chevaux comme les Mustangs, en particulier les Mustangs. Et donc je me suis dit, ben, visiblement ça intéresse plein de gens, puisqu'il y avait cet essor, cet engouement pour comprendre le comportement des chevaux. Et donc je me suis dit, ben, en fait il y a des choses fausses qui sont dites sur le comportement des chevaux, et en même temps ça intéresse les gens. Donc peut-être que je peux apporter, faire ce lien entre la science et le terrain, sachant que, pour reparler encore de cette époque-là, Internet était très peu développé. Ouais. Donc il y avait très peu d'informations, quasiment aucun livre existant. Le livre de Michel-Antoine Leblanc et Marie-France Bouissou qui s'appelle Cheval qui es-tu, quand même, La Bible quand même. ça faisait trop longtemps que j'avais pas dit son nom. Quand même, ce premier livre, ce livre, il fait un peu date dans la vulgarisation scientifique sur le comportement des chevaux parce que c'est le premier. Michel-Antoine Leblanc en avait écrit un en 1984 qui s'appelait Le Cheval, qui a été épuisé et pas réédité, que moi j'ai jamais lu d'ailleurs, c'était lui qui me l'avait dit. Et donc je crois que c'est 2005 ce livre. Et, mais c'est un peu un pavé, voilà, c'est pas forcément facile à lire. Et donc, à part ça, on n'avait rien comme information. Donc moi j'avais envie de rendre accessible ces travaux des chercheurs en éthologie équine aux personnes que ça intéresserait. Donc ça a été mon projet quand je suis rentrée en DESS d'éthologie appliquée, donc en l'année scolaire 2003-2004. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai été retenue cette année-là. Et l'année suivante, l'année précédente, pardon, c'était pas mon projet, j'avais pas été retenue, mais là, je pense que c'était concret et parlant pour les enseignants, et bon, ça n'a pas été facile ensuite à mettre sur pied, hein, mais c'était, voilà, cette idée, elle venait de là, de cette concomitance avec mon implication en tant que cavalière dans l'équitation éthologique, ce qui s'est appelé l'équitation éthologique, parce que voilà, ça m'intéressait. Et donc je voyais qu'il y avait des choses qui pouvaient se rejoindre. Ouais. Et j'ai regardé une interview de toi il n'y a pas longtemps et j'ai dit tiens c'est rigolo parce que j'ai jamais entendu cet avis-là justement sur cette fameuse traduction d'équitation éthologique. Toi tu trouvais que c'était plutôt bien, c'était plutôt intéressant parce que ça a poussé peut-être les gens justement à s'intéresser à la science. Ouais, c'est unique en Europe, même dans le monde. Hein. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le natural horsemanship, il a dans tous les autres pays, alors il commence à y avoir une contagion dans les pays francophones comme le Canada, la Belgique et la Suisse. Mais sinon, jusqu'à très récemment, donc je dirais jusqu'en 2020, encore ces pays-là, ils disaient le horsemanship, ils disaient pas équitation éthologique. Puis comme la Fédération française d'équitation, depuis donc 2003, a proposé des niveaux de progression dans le travail du cheval à pied et en selle, avec des contenus aussi théoriques, et ben pour les contenus théoriques, en 2003, elle s'est tournée vers les scientifiques, donc en l'occurrence Martine Osberger et moi à ce moment-là, en demandant qu'est-ce qu'on peut mettre, puisque visiblement ça fait râler les scientifiques qu'on dise équitation éthologique, donc qu'est-ce qu'on peut mettre dedans qui serait de l'éthologie. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu du contenu scientifique dans les savoirs d'équitation éthologique pour commencer, puis en réforme des galops fédéraux à partir de 2012, tout ce qui a été mis dans les savoirs d'équitation éthologique a été
répartis aussi dans tous les galops. Donc il y a aussi de la connaissance du comportement du cheval maintenant dans les galops, quelle que soit, on va dire, l'orientation de discipline, du domaine qu'on veut explorer avec un cheval. Et ça, c'est vraiment très franco-français, pour le coup. Donc ça tient à quelques personnes, à un moment donné, qui se sont dit, donc en l'occurrence, le président de la Fédération française d'équitation, Serge Lecomte, et le propriétaire du Haras de la Sens, William Krigel, qui ont dit qu'est-ce qui est le dénominateur commun à toutes ces personnes qui parlent de travailler à pied, faire des choses un petit peu différentes de ce qu'on a vu, mais avec un héritage de la tradition d'équitation française pour certains, mais en même temps américain, puis certains parlent du comportement, ils parlent du comportement du cheval. Et on est une fédération française d'équitation, donc il fallait le mot équitation. Du coup, ils ont accolé ce terme d'éthologie, alors avec les critiques des scientifiques qu'il y a pu y avoir autour de ça, et qui pour certains continuent de faire, mais moi je pense que ça a été une chance. Alors oui, ça fait un amalgame, il y a un petit travail à faire de compréhension. Par exemple, quand on dit qu'on est éthologue, certains pensent qu'on travaille des chevaux. Alors que éthologue ou éthologiste, on peut dire les deux, c'est d'abord une formation longue, universitaire, sur le comportement animal, généraliste, et puis on spécialise ou pas sur une espèce en particulier. Mais bon, je pense que moi, de mon point de vue, c'est pas très grave. Après, bon, je suis plutôt comme ça, moi, être plutôt optimiste. Et puis aussi, moi, ça me sert en premier chef. C'est-à-dire que il n'y aurait pas eu cet enthousiasme et cet amalgame, peut-être que j'aurais pas eu la place que j'ai pu prendre et en faire un métier, de faire de la vulgarisation scientifique sur le comportement des chevaux spécifiquement. C'est vrai que du coup, moi, j'avais pas vu les choses comme ça avant de voir cette interview. Et c'est vrai qu'au final, quand on sait que c'est grâce à ça qu'il y a eu justement des contenus sur le comportement, en tout cas un peu plus scientifique jusqu'au galop, c'est quand même assez merveilleux, quoi, du coup. Oui, c'est vrai que, voilà, moi, la première, je râle quand on me dit « Ah, mais t'es éthologue ?» Non, ne dites surtout pas ça aux scientifiques. mais voilà, du coup, dans cet aspect-là, effectivement, et en plus, d'autant plus si tu dis qu'on est les seuls, en tout cas, ça reste assez ciblé, donc c'est plutôt chouette au final. Comment tu vois l'évolution des cavaliers face à la question de l'éthique ? Alors, pour moi, c'est quelque chose de très hétérogène, c'est-à-dire que le paysage est très très diversifié, très divers. Moi, pour ma part, j'évolue presque, je dirais que je prêche à des convaincus. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, même si mon activité, elle a mis 10 ans, j'ai commencé à vraiment essayer de faire cette activité de vulgarisation scientifique à partir de 2007-2008. Et j'ai mis 10 ans avant d'en faire une activité où j'ai un salaire correct, qui dépasse à peu près le SMIC. Et je pense que c'est le reflet d'une progression. Il y a le bouche à oreille, il y a le fait que j'ai écrit des livres, mais il y a aussi la réception, la réceptivité des gens en face. Et ça a augmenté. Donc je pense qu'il y a un souci de se tourner vers une meilleure compréhension des chevaux. Donc est-ce que c'est ça qu'on appelle éthique ? Parce que moi je prétends pas être dans l'éthique. L'éthique, c'est un débat de société. Donc après on définit comme éthique ce que la société, elle, va discuter comme l'étant. Donc probablement j'apporte des éléments d'éthique et j'attire l'attention sur certains points. On parle du bien-être, mais ça peut être des points de vocabulaire qui ont des incidences sur la manière d'être avec les chevaux. Donc moi, mon travail, c'est ça. Après, savoir si c'est éthique ou pas, c'est plutôt à la société de, elle, s'en emparer et de dire aujourd'hui, ça, on accepte ou on n'accepte pas, parce que c'est beaucoup ça. Et on a à la fois les cavaliers, mais la société en général. C'est-à-dire que le mot utilisation du cheval, par exemple, c'est quelque chose qui est de moins en moins bien vu, ou en tout cas qui laisse de moins en moins indifférent. Après, qu'il soit bien ou mal vu, ça c'est encore le cran du dessus. Mais le terme d'utilisation, il y a des gens qui de plus en plus vont être heurtés par l'emploi de ce mot, alors que 5 ans en arrière, ça choquait pas grand monde et ça n'interpellait pas grand monde. Donc l'éthique, est-ce que les cavaliers, ils évoluent ? Est-ce qu'il y a de l'équitation éthique, etc. Je serais un petit peu en mal de le faire parce que
Je pense que c'est pas à moi de me positionner là-dessus. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un regard qui semble changer parmi les gens qui côtoient les chevaux, qui les montent ou qui les montent pas, parce qu'il y a, voilà, de nouveau, il y a un paysage très diversifié. Qu'on fasse de la compétition ou qu'on n'en fasse pas, qu'on fasse des courses ou qu'on n'en fasse pas, parce que le domaine du cheval, il implique des acteurs très différents, vraiment dans des secteurs, dans des domaines parfois qui ne se rencontrent pas. Donc je pense qu'il y a une évolution, qu'il y a un souci de la part des cavaliers de plus en plus, mais ça reste très hétérogène et on peut toujours être, je dirais, quelque part déçu quand même, parce que même si je dis, bon, c'est pas quelque chose qui me concerne ou je peux me prononcer, bien sûr, moi j'ai des aspirations à avoir un regard qui change pour aller du côté du point de vue de l'animal. Et ça, il y a encore 4-5 ans, allez, même un petit peu plus, 8 ans, quand je le disais, il y a des gens qui étaient très perturbés par le fait que je parle du point de vue du cheval. Ils disaient, mais c'est très anthropomorphique. Bon, moi, maintenant, je vais défendre l'anthropomorphisme en disant, bah, c'est une manière d'accéder à plus d'altérité que de dire, bah non, les chevaux peuvent pas avoir de point de vue, ils n'ont pas, voilà, ils ont pas de subjectivité, ou que sais-je. Donc voilà, il y a les choses qui évoluent. Je pense que c'est un mouvement de la société occidentale actuellement. Et les cavaliers en font partie, et ils évoluent aussi avec la société qui les entoure. Donc il y a un changement en cours, ça c'est certain. Ouais. Ok. D'après toi, est-ce qu'il y a des croyances qui ont vraiment du mal, enfin en particulier, qui ont du mal à être déconstruites dans le milieu du cheval? Je sais pas, alors je préfère pas m'y attarder, c'est peut-être ça aussi, parce que ça fait du mal aussi de revenir sur des choses où finalement on a l'impression qu'on prêche dans le désert, même si je disais tout à l'heure que je prêche à des convaincus. Donc moi je m'attarde pas sur ces aspects-là, je me dis ah oui, en effet il y a toujours des gens qui pensent comme ci, qui pensent comme ça, mais comme ça reste, je pense, de plus en plus marginal, finalement, c'est pas très grave. Alors je dis ça et en même temps je vais dire peut-être son contraire, c'est-à-dire que moi j'aime bien aussi déconstruire des idées reçues. Donc si par exemple j'ai fait des webinaires sur les idées reçues sur les chevaux sauvages, ben voilà, dire que des chevaux qui seraient à l'état naturel vivraient forcément mieux que ceux qui vivent avec les humains, je trouve que c'est un peu court comme raisonnement et un peu facile, et en fait les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et voilà, donc il y a plein d'idées reçues sur les chevaux à l'état naturel ou qui peuvent vivre jusqu'à 40 ans. Non, ils peuvent pas vivre jusqu'à 40 ans, c'est pas possible en fait. Donc voilà, il y a quelques croyances comme ça, mais il y a des croyances voilà, d'un autre côté sur le fait que les chevaux sont pas capables de réfléchir, ou les prendre pour, enfin voilà, qui sont stupides, ou qui sont faits pour obéir. C'est des choses voilà, qui m'intéressent pas trop, donc je préfère pas les énumérer, je préfère apporter de la complexité par des sujets un petit peu de traverse qui vont peut-être pas prendre frontalement ces idées reçues, mais qui amènent des éléments de réflexion et qui vont contribuer, je pense, potentiellement à déconstruire certaines croyances, certaines idées reçues qu'on peut avoir sur les chevaux ou les animaux en général. Ouais. Oui, oui, je vois bien ce que tu veux dire quand tu parles de complexité. Moi, je parle pas mal de nuances. Et voilà, au-delà d'une croyance en particulier qui aurait du mal à être déconstruite, je pense qu'on a surtout besoin de nuances en général. À partir du moment où on travaille avec du vivant, au final, faut s'adapter et il faut nuancer les choses parce que, comme tu le dis, c'est bien plus complexe que ce qu'on pense. Au final, sinon ce serait trop facile. Oui, moi j'aime beaucoup dire qu'il n'y a pas de blanc et de noir, il y a beaucoup de nuances de gris. Et que ça, c'est pour l'esprit humain pas facile à aborder. Et c'est parfois très déstabilisant, voire décourageant. Et parfois, c'est bien aussi d'avoir des réponses à certaines questions. Mais voilà, envisager la complexité, je pense que c'est nécessaire. Effectivement. Penses-tu que l'éthique équestre peut inspirer aussi nos relations entre humains? Je pense qu'à partir du moment où on se pose des questions sur un autre être vivant, c'est salutaire pour les relations entre humains. Mais par contre, la transposition,
on s'en rend quand même pas mal compte. Dans le milieu du cheval, il y a des gens qui vont être très bons avec les chevaux et pas savoir être bons avec les humains. Ouais. Donc je pense que les comparaisons et les rapprochements sont très dépendants des personnes qui vont être en jeu, mais on voit beaucoup se développer l'équicoaching, la médiation avec les chevaux, donc par les chevaux en tout cas comme support, vecteur de relations entre les humains. Et alors je suis pas sûre qu'il y ait que des bonnes choses, je pense qu'il y a des bonnes choses en effet, hein, mais qu'on a quand même des soucis entre humains, et quelque part comprendre l'autre, ça nous pose quand même beaucoup de problèmes. Mais si on se soucie de l'autre, peut-être que ça peut aider à ce que l'autre soit un humain, et ça peut nous aider entre humains, en tout cas je l'espère. Ouais. Oui, effectivement, en fait, on entre vraiment, moi j'aime bien dire que je rentre un peu dans l'intimité d'un couple quand je vais voir un nouveau propriétaire et son cheval, parce que c'est vrai qu'en fait c'est une relation comme une autre, quoi. Donc à partir du moment où on réfléchit là-dessus, on essaie de la faire évoluer, logiquement c'est censé un petit peu nous aider aussi à gérer nos relations, pas que pour le positif, mais enfin, en tout cas ça amène d'autres interactions, quoi, entre êtres vivants. Ok, et pour finir, je voulais te poser une dernière question. Qu'est-ce que t'évoque le titre du podcast, donc Indompté? Indompté, moi je vois, je vois des chevaux, je vois Crin Blanc. Je pense que je vois Crin Blanc, parce que Crin Blanc, moi il a bercé mon enfance. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui essaye d'apprivoiser un cheval dit sauvage, en tout cas un cheval Camargue, en Camargue, à une époque où voilà, dans les manades, les chevaux étaient laissés sauvages pendant un certain nombre d'années. Donc c'est une histoire de 1953, hein, c'est pas récent. Et c'est cette histoire de ce petit garçon avec ce cheval qui finalement essaye d'apprivoiser ce cheval, d'en faire son ami, et il essaye de le prendre au gardien qui essaye de le dompter et qui n'y arrive pas. Et finalement, la seule solution que trouve ce petit garçon, c'est de se jeter dans le Rhône avec le cheval. Et puis la fin de l'histoire, c'est qu'ils partent au paradis, sur une île, en un endroit où les enfants et les chevaux sont toujours amis, quoi. Bon, alors quand on est petit, on comprend pas forcément tout de suite, mais en tout cas, ça, pour moi, c'est ça, ou c'est l'étalon noir, quoi. C'est le blanc, le noir, mais c'est ça qui a bercé mon enfance. C'est aussi l'histoire d'un garçon qui apprivoise un cheval noir, qu'il appelle Black, et qu'il est le seul à pouvoir approcher. Et quelque part, ça, je pense que ça dit quelque chose de ce qui peut nous fasciner aussi, peut-être, de ces créatures qu'on a du mal à comprendre, qui nous fascinent depuis visiblement au moins la préhistoire, ce qu'on appelle la préhistoire, en tout cas, voilà, les peintures rupestres d'il y a 34 000 ans, de la grotte Chauvet ou la grotte de Lascaux, plus récemment, mais quand même qui remonte à plus de 20 000 ans. Et encore aujourd'hui, ça nous fascine. On a quand même toujours cette phase qu'on appelle le débourrage. On a des chevaux qui restent à convaincre qu'avoir un humain à ses côtés ou sur son dos, c'est quelque chose qui peut se faire tranquillement. Mais ça reste, ça c'est dans notre culture aussi que voilà, y a des choses un petit peu plus douces qui peuvent arriver. Et puis il y a d'autres cultures où voilà, ça reste un bras de fer entre l'humain et le cheval, en tout cas souvent les premiers contacts. Et au féminin, indompté, c'est aussi, je pense, la place des femmes aussi un peu plus, parce que là je viens de raconter des histoires de garçons, même de petits garçons certes, mais de garçons. Et les histoires avec les filles, je suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça. Donc je pense qu'en ce moment c'est en train de changer un peu. Mais on n'a pas d'histoire de petites filles qui auraient tissé quelque chose avec un cheval, et et souvent ces histoires-là de garçons et de chevaux, eux-mêmes ce sont des indomptés parce qu'ils se rebellent par rapport à un système et ils essayent d'aller contre ce qu'on leur a raconté sur les chevaux. Et donc indompté pour moi c'est ça aussi. C'est aller contre.
oui, dans le mot, ça dit ça. Après, c'est pas forcément sous cette forme-là, c'est pas forcément sous une force physique Ouais. que ça se manifeste. Parce que je pense que c'est le propre des femmes aussi d'être... de ne pas avoir forcément la possibilité d'avoir recours à la force pour faire passer des choses, que ce soit avec les chevaux ou avec les humains. Et en ça, je trouve que c'est intéressant de l'avoir au féminin. Et quelque part, ça me ramène aussi aux chevaux de Przewalski, qui ont l'air depuis, même si on pourra raconter une autre fois l'histoire de ce qui a été appelé la domestication du cheval de Przewalski, qui n'est pas de monter dessus, qui est de le manger. Ouais. C'est pas des chevaux qui se sont conformés, en tout cas, à ce que peut-être les humains avaient prévu pour eux. Et de nouveau, ils nous emmènent ailleurs. Et c'est peut-être ça aussi le terme d'être ou de se manifester comme indompté. C'est d'emmener ailleurs et de trouver d'autres chemins et d'aller dans des directions qui n'étaient pas forcément celles que les autres attendaient. Parfait. J'aime beaucoup cette fin. Ben super, merci beaucoup Hélène. Merci, c'était un plaisir.